Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. On continue aujourd'hui notre série d'interviews avec Olivier Tellu. Donc Olivier est un utilisateur des méthodes Scrum, mais c'est aussi quelqu'un qui utilise les outils qu'on préconise dans notre podcast. Avant de démarrer la suite de l'interview, je voudrais vous rappeler qu'il est important que vous veniez vous inscrire sur le site. En effet, un guide intéressant et gratuit sera proposé exclusivement aux personnes qui sont venues s'inscrire sur le site. Je vous explique comment on fait en fin de podcast. Mais place maintenant à l'épisode du jour, donc c'est la deuxième partie de notre interview avec Olivier Tellu. On continue à parler des méthodes Scrum et en particulier, on va lui demander sa définition. Vous verrez que ça parlera aussi un petit peu de rugby. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner la définition de la méthode Scrum ? Ouais. Moi, je vois à peu près parce que je suis intervenu dans des entreprises où il y avait cette méthode en place, mais en fait, je ne connais pas bien la définition. Ou le vécu personnel que tu en as eu, parce que je sais que c'est une méthode qui s'adapte, qui n'est pas forcément tout à fait... Il y a des grands principes, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est un peu de comprendre les grands principes, puis peut-être les outils qui sont utilisés. Et ensuite, ça m'intéressera aussi d'avoir ton jugement sur cette méthode-là, puisque c'est la méthode que tu utilises. Ça marche. Donc déjà, je vais commencer par et je replacer ça du coup avec le petit cas de figure où j'étais. Bien sûr. Mais en gros, donc le monde de l'édition logicielle, il est pas vieux en fait. Enfin, comparé au reste de l'industrie, on peut le qualifier quand même encore d'assez récent, même s'il commence à y avoir des vieux barbus dans l'édition logicielle. Ouais. On va dire, c'est quand même tout ça, ça date d'après la Seconde Guerre mondiale, tout doucement, voire surtout années 70, puis etc. Donc c'est un monde qui est assez récent. Pendant pas mal d'années, il y a des méthodes qui ont prévalu pour faire du logiciel, qui en anglais ils appellent ça waterfall et en français c'est le cycle en V. D'accord. Et en gros, c'est des méthodes où au tout début, on écoute bien les besoins des clients, on rédige des spécifications fonctionnelles, donc on se demande comment fonctionnellement le logiciel qu'on veut faire va se comporter. Une fois que toute cette phase-là est finie, validée, on est d'accord, on passe à la phase suivante. Et c'est pour ça qu'ils disent waterfall, en fait, c'est phase après phase et on revient pas trop en arrière. Donc, on a bien expliqué, on a bien les besoins du client, on a décrit tout le fonctionnel du logiciel. Après, on se demande comment il va se faire techniquement, on écrit tout comment il va se faire techniquement. Après, on le fait. Et après, en français, c'est pas vraiment la cascade, ils font le cycle en V parce qu'en gros, ils disent ça plutôt comme une remontée. On commence à vérifier tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on vient de faire du code, on vérifie qu'il marche, après on vérifie que les fonctionnalités sont bien remplies, et puis on fait une recette avec le client. En boucle. Donc c'est en boucle. Sauf que c'était des projets de 2 ans. D'accord. Donc c'était souvent c'était des longs projets logiciels où on avait commencé 2 ans avant à se dire quelque chose, et au bout de 2 ans, voilà le logiciel. Ça a marché, pendant un certain temps. Il ne faut pas tout jeter, et c'est une méthode qui pourrait encore marcher, mais sous plein de conditions. Se dire que on s'est dit il y a 2 ans, quand je vais amener le logiciel au bout de 2 ans, c'est vraiment bon. C'est ça, ça que je voulais faire. C'est toujours vrai, c'est-à-dire le postulat d'entrée est toujours vrai 2 ans après. Voilà. Et dans le monde agile, ce qu'ils disent de plus en plus, c'est que notre monde est complexe. C'est-à-dire, le monde est complexe, on est confronté à plein de choses, et est-ce que vraiment, déjà, est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on est en train de dire là, je peux attendre 2 ans qu'il soit parfait pour le voir sortir? Est-ce qu'il va pas se passer plein de choses pendant ces 2 ans-là qui vont tout remettre en cause? Sans compter le côté, est-ce que j'avais vraiment bien réfléchi au départ, et est-ce qu'on aurait pu m'aider sur ma réflexion de départ en faisant des petites maquettes, des prototypes, enfin plein d'autres choses. Mais typiquement, justement à l'Agile Tour de Marseille, il y a quelques années de ça, j'étais tombé sur un témoignage d'une autre entreprise de la région dans le sud là, qui faisait des box pour SFR. Ils faisaient des box pour SFR, et il leur est arrivé ils étaient dans un tunnel comme ça à faire une SFR Box Pro quand était sortie la Freebox Revolution. Ouais, d'accord. Et ça a vraiment tout mis par terre, parce que ils étaient dans un plan où ils avaient beaucoup de choses à faire, qu'ils allaient vendre beaucoup plus cher,
qu'ils allaient, etc. Et Free est arrivé, il dit 39 €, on fait tout et bien plus. Donc là, quand vous êtes parti dans un tunnel, si ça fait 1 an et demi que vous êtes dans le tunnel, vous avez perdu 1 an et demi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de réactivité en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour à l'environnement extérieur. Voilà. Donc c'est vraiment pas une méthode qu'il faut obligatoirement jeter, mais il faut bien la comprendre. On peut la mettre en œuvre si on sait qu'on maîtrise tous les paramètres et que si le problème est assez simple et qu'on maîtrise les paramètres et que la durée d'attente nous va. C'est une méthode qui peut tout à fait bien se dérouler. Je préfère le dire parce que des fois dans le monde agile, on veut à tout prix cracher sur ces anciennes méthodes. C'est pas une mauvaise méthode. Maintenant, voilà. Du coup, comment on fait pour ce cas de figure ou pour ce qui est arrivé pour l'anecdote que je parle de Free, ou par exemple, je vais prendre l'exemple de gens qui voudraient monter un petit site web d'e-commerce. Est-ce qu'on veut attendre que notre site web d'e-commerce il soit complètement prêt avec l'ensemble des features qu'on avait imaginées pour commencer à vendre, ou est-ce qu'on peut se dire tiens, si je mettais plutôt quelque chose en œuvre où déjà je vais être capable de vendre des produits, peut-être je vais pas être capable de faire des promotions, peut-être je vais pas être capable de faire des recommandations à mes utilisateurs, peut-être même je mettrais même pas de moteur de recherche sur mon site d'e-commerce, mais au moins je peux mettre un produit et le vendre. Est-ce que c'est pas mieux d'être capable de livrer ça parce que je vends tout de suite des choses et je peux payer moi ou des employés plutôt que d'attendre 2 ans de budget pour le faire, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, c'est amusant parce que ça rejoint aussi une théorie, mais qui est sortie déjà il y a un moment, de Seth Godin. Je ne sais pas si tu connais, c'est un marketeur, penseur américain viral, et il pensait, en fait, lui, il appelait ça des short loops. Ça veut dire, plutôt que d'avoir un grand projet qui va peut-être nous amener quelque part, il vaut mieux se lancer assez vite sur beaucoup de petits projets, les tester en réel, et les short loops, c'est avoir un feedback très rapide de comment ça marche. Est-ce que ça marche? Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête. Donc tout à fait, ça correspond à ce courant-là, et c'est un petit peu comme ça qu'on a fait chez Outils du Manager aussi. On a décidé de se lancer, même si on n'avait pas le bon micro, le machin, le truc, parce qu'on s'est dit, si on attend d'avoir la Rolls, on va arriver après tout le monde. Donc on a décidé de le faire rapidement avec les moyens du bord, et puis d'améliorer en avançant. Donc je pense qu'il y a des similitudes entre les deux. Peut-être je me trompe, mais... Oui, c'est le même genre d'esprit. Et il y a aussi alors je connaissais pas celui-là, mais il y a le Lean Startup qui se rapproche de ça aussi. Oui, tout à fait. Voilà. L'expérimentation en disant on fait pas forcément d'études de marché, on les fait en réel. C'est-à-dire on lance le produit ou on lance un faux produit pour avoir des feedbacks rapides en fait. Et je suis tellement dans cet état d'esprit que maintenant, que pour l'anecdote, quand j'ai fait ma proposition à l'Agile Tour de Marseille de leur faire une présentation, je n'avais pas la présentation. Ouais, voilà. J'avais l'idée, mais je me suis dit, j'investis pas de temps à construire ma présentation tant que je sais pas que je suis pris. Un petit peu comme si tu étais Hollywood et que tu faisais des bandes annonces avant de faire le film, parce que je crois que c'est ce qu'ils font maintenant. Ils font la bande annonce et puis selon les réponses et les tests, ils font 4-5 bandes annonces. C'est ça qui va déterminer le scénario du film qu'ils vont produire. Voilà. Donc c'est intéressant. Et donc du coup, je suis une intro un peu longue pour comprendre un peu comprendre pourquoi il est arrivé des méthodes agiles et entre autres, alors méthode c'est même pas le bon terme, mais pourquoi il est arrivé l'univers agile et entre autres Scrum. Donc je vais parler que de Scrum. Là, il y a plein d'autres choses dans l'agile pour pas que l'épisode il dure 2 ans. Mais on en fera un si jamais on a des. Voilà. Alors déjà sous réserve, je suis pas certifié Scrum, j'ai pas eu de longue formation à Scrum, donc j'ai vraiment à la fois vulgarisé et expliqué ce que moi j'en ai compris. Et s'il y a des experts de Scrum dans vos auditeurs, ils sont bien entendu les bienvenus pour corriger toutes les bêtises que je pourrais dire. Bien sûr. Donc en gros, pour essayer de résoudre le problème que je disais, c'est-à-dire on est dans un monde complexe, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver sur une période de temps et on aimerait délivrer de la valeur au plus tôt aux clients et en priorisant de la meilleure manière. Scrum est une des réponses possibles à ça. C'est un cadre, c'est un genre de cadre qui a pas mal d'axes, donc je vais décrire. Déjà, le but dans Scrum, c'est d'essayer de former une équipe qui va être capable de s'auto-organiser. D'accord. Donc, on va prendre des gens et il faut vraiment se dire que comparé à l'objectif qu'on veut atteindre, il va falloir mettre dans cette équipe
les compétences qui permettent d'atteindre ce cadre. Et au sein de la même équipe. Parce que le but, c'est aussi de ne pas faire des silos et de ne pas se dire, eux, ils vont faire ce petit bout-là, puis ils enverront ce petit bout-là à une autre équipe qui le fera, etc. Parce que du coup, ça va recomplexifier. Donc là, dans l'idéal, on essaye de mettre ensemble une équipe qui va être capable de faire ce qu'on veut faire. D'accord. Pour définir cette équipe, il y a des rôles. Alors, il ne parle pas des gens, il ne parle vraiment pas des personnes, il parle de rôles. Donc, il y a un rôle que j'ai déjà cité là tout à l'heure dans l'interview, c'est le product owner. Donc, le propriétaire de produit. Et en gros, cette personne... Et en fait, ça pourrait même être directement un client. Dans un cas très bienveillant, on pourrait même imaginer qu'on fait ça directement avec un client qui a demandé quelque chose. Mais ça, c'est assez rare de l'avoir. C'est pour ça que ce rôle product owner, il va souvent être porté par quelqu'un quand même qui est au sein de la même entreprise. Mais son rôle, c'est d'être le client. C'est-à-dire, au sein de l'équipe, c'est lui qui va pouvoir dire le client veut ça ou le client veut plutôt ça, qui va pouvoir regarder ce qui a été fait, dire bah non, tiens, en tant que client, finalement... j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Ou quand les gens de l'équipe ont des questions, ils vont se retourner vers lui pour des choix, des fois des bêtes choix. On pourrait faire ceci ou cela. Qu'est-ce que t'en penses en tant que client, etc. Donc c'est vraiment son rôle, c'est de porter la voix du client et du coup, et à un moment donné, d'acter, de dire oui, ce qu'on a fait, c'est bien, c'est la bonne chose. D'accord. Donc c'est pas un chef en tant que chef hiérarchique. Par contre, c'est dans l'axe le client est roi. D'accord, ok, ouais, d'accord. Donc il a quand même un pouvoir au sein de l'équipe qui est important, parce qu'il représente en fait le produit qu'il faut réaliser. C'est un des vrais pouvoirs. Ouais. Maintenant, il est intégré à l'équipe, et donc du coup, il peut aussi tout voir. Ça lui donne une conscience de ce que fait l'équipe, des difficultés qu'elle rencontre, et ça l'aide peut-être aussi parfois à choisir. Parce que des fois, le client, il va vouloir un portail de téléportation. Dans Star Trek, et puis à un moment donné il va se dire bah non, quand même j'ai l'impression qu'ils vont pas réussir à me faire ce portail de téléportation, et pour autant ils auraient pu me faire toute la suite de ma liste. Peut-être que je vais lâcher mon téléporteur et que je vais leur demander de faire la suite. D'accord. Le fait d'être vraiment intégré à l'équipe, quoi. Et pas je suis un client, j'avais négocié, on avait signé le contrat et vous vous débrouillez, quoi. Donc ça apporte ça d'avoir ce rôle dans l'équipe. En fait, une interaction permanente, en fait. Voilà. Il y a un autre rôle qui s'appelle, plus particulier, le rôle s'appelle l'équipe de développement. D'accord. Parce qu'à la base, c'est une méthode du développement logiciel, mais bon, elle pourrait vraiment être utilisée dans un autre cadre Scrum, ce serait pas obligé d'être fait sur de l'édition logicielle. On va dire l'équipe qui fait, l'équipe qui s'occupe du comment. Donc ça, c'est un autre rôle, et c'est vraiment tous les gens qui participent à faire ce qui a été demandé par le product owner. D'accord. Et il y a un troisième rôle, c'est le Scrum Master, donc le maître de mêlée. Pour revenir, parce que Scrum c'est mêlée, j'en reparlerai un peu après. Ah d'accord, ok. C'est du rugby. Ah d'accord, ok, je savais pas. Et donc le maître de mêlée, lui, c'est un petit peu le responsable du déroulé, justement. C'est-à-dire le Scrum Master, c'est un petit peu, il est le garant qu'on essaye de suivre la méthode, de vérifier que les gens se parlent, que les gens se comprennent, que l'équipe s'améliore, et il y a plein de petites cérémonies dont on pourra parler après, qui prend en charge pour justement veiller au bon fonctionnement de l'équipe. En fait, c'est un mélange entre un facilitateur et un animateur, un petit peu. C'est ça, ouais. C'est ça. D'accord. Une nouvelle fois, dans Scrum, à aucun moment on parle de N+1, de responsable, de manager, et on pourrait revenir après. Et donc oui, là je parlais de Scrum, on y reviendra. Donc Scrum, en anglais, c'est la mêlée. C'est cette image du rugby, et donc pour les fans de sport ou pour les fans de rugby, c'est assez intéressant, parce que quand on visualise une mêlée de rugby, on voit qu'on a rassemblé plusieurs profils de personnes, et que on est vraiment dans la caricature de la somme des personnes, le groupe est meilleur que la somme des individualités. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en mêlée, il faut vraiment les grosses brutes devant. Il faut des piliers, il faut des talonneurs qui sait bien faire, ceux en troisième ligne qui sont plus adaptables, et c'est cette somme et cette coordination qui pousse. Je pense qu'ils ont pris exprès cette image pour symboliser cette équipe
qui est une somme de talents et qui ensemble peut réussir à faire l'objectif, quoi. D'accord. Voilà, pour l'anecdote. D'accord. Donc ça c'est pour les rôles. D'accord. L'équipe. Et dans les autres choses très importantes dans Scrum, donc il y a le product owner, lui, va avoir comme grande responsabilité d'organiser ce qu'on appelle un backlog, un product backlog, donc un carnet de produits. Un journal un petit peu. Un petit journal, et donc on peut imaginer ça comme une liste ordonnée. Donc ce qui est important, c'est que c'est une liste ordonnée. Et obligatoirement, il y a quelque chose en priorité 1, puis 2, puis 3. Tout ne peut pas être prioritaire au même niveau. D'accord. Il y a obligatoirement un ordre. Et dedans, on met quelque chose, dans le monde agile, on appelle des user stories, des histoires. Parce qu'en gros, ce qu'on va demander à l'équipe, c'est pas de réaliser des fonctionnalités déjà prêtes, c'est des stories. Alors, ça, donc les histoires, les histoires, elles servent à quoi? Elles servent à porter le pourquoi. En gros, et que l'équipe soit libre après de faire comme elle veut. D'accord. On va leur amener. C'est ça, c'est un petit peu la différence entre le pourquoi et le comment. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc toujours le product owner, il va être beaucoup sur le pourquoi, parce qu'il est là sur le client, il va expliquer pourquoi le client il a besoin de quelque chose, et que c'est prioritaire, etc. Donc il va porter le pourquoi. Donc il y a des trucs pour aider à faire ça, on va dire, je sais pas. Donc si je reviens sur le site d'e-commerce. En tant que client, j'aimerais apercevoir les accessoires qui vont avec l'objet que je suis en train d'acheter, afin de déclencher plus vite un geste d'achat, etc. Enfin, je sais pas si le client c'est vraiment son intérêt, là c'est entre les deux, c'est entre l'e-commerce et le client, mais donc ça facilite l'achat si le client est acheteur. Voilà. Et on dit pas, voilà. Et la story, c'est pas, il faut mettre un truc de recommandation en bas, juste à côté. On dit pas comment. On dit, on essaye d'expliquer l'intention pour que vraiment l'équipe, elle puisse choisir la meilleure solution avec ses armes, avec ses contraintes de temps, avec plein de choses, pour amener de la valeur au client. Ok. Donc du coup, voilà, le product owner, il a vraiment la responsabilité de ce backlog. Ça ne veut pas dire que quiconque dans l'équipe peut pas participer. Hein. C'est juste une histoire de responsabilité, à un moment donné, quand même, qui est responsable de dire que c'est plus prioritaire que quelque chose d'autre. Et c'est vraiment un artefact. Alors je sais pas comment dire en français, mais je sais qu'en anglais il parle d'artefact. C'est un artefact hyper important du Scrum. C'est ce backlog. D'accord. Priorisé. Et donc on a cette somme de tout ce qu'on aimerait faire. Et en Scrum, on va diviser le temps en périodes. Ils appellent ça des sprints ou des itérations, dont il faut régler la durée. Et donc, par exemple, donc nous, on s'est mis sur 3 semaines. Ça peut être 1 semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 mois. C'est pas recommandé d'aller au-delà, parce que ça commence à être des temps très longs et on revient sur les méthodologies qu'on essayait de plus avoir. Ah ouais. 3 semaines, personnellement, je trouve déjà ça un tout petit peu long, mais bon, ça va. Je sais que il existe des extrémistes qui, en mode on veut vite savoir des choses, font des fois 2 sprints par jour. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Mais c'est encore une fois, c'est le principe des short loops dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on veut, en fait, ça dépend. Ça dépend du temps de réaction qu'on est prêt à mettre. Tout à fait. Et des moyens que ça. Voilà. C'est un compromis de à quelle vitesse on veut être capable de réagir au changement. Puisque je vais revenir après. Donc on va découper le temps. Donc nous, par exemple, en 3 semaines. Et comment se passe à chaque fois ces 3 semaines? Il y a un premier événement qui s'appelle la planification du sprint. Et au cours de cette planification, on va aller dans le haut du product backlog et on va descendre petit à petit et on va voir tout ce qu'on pense qu'on peut prendre dans ce sprint. Donc l'équipe se met d'accord entre elles. Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce qu'on pense que ça va tenir? Et on tire une ligne en accord tous ensemble. On s'engage tous ensemble, le product owner et l'équipe de développement, qu'on veut accomplir ça dans ce sprint. D'accord. Donc dans ces 3 semaines pour nous.
Une fois que ça c'est fait, on a donc un sous-ensemble, on a ce qu'on appelle le sprint backlog, et hop, on part avec ça. On part avec ça, et tout au cours des 3 semaines, on fait un rendez-vous quotidien qui s'appelle la mêlée quotidienne ou le daily scrum. Souvent on dit le daily, du coup. Alors, la méthode de faire un meeting quotidien, je pense c'est propagé dans énormément d'entreprises, au-delà de Scrum, mais vraiment c'est un rendez-vous quotidien. Et là, pareil, le but de ce rendez-vous quotidien, c'est quand même de rester efficace, puisque tout ça, tout à l'heure, je parlais des réunions et de faire plein de réunions, donc j'ai déjà parlé d'une première réunion, on prévoit. Une deuxième réunion quotidienne qui ne doit pas excéder un quart d'heure. Oui, d'accord. Donc, le but, c'est vraiment d'être efficace et de se demander si on va bien vers l'objectif. Donc, chacun fait un peu comme il veut, mais vraiment le but de ce pilotage quotidien, c'est en groupe de se demander si on est bien en train d'avancer vers l'objectif, s'il faut ajuster, si quelqu'un peut aller aider une autre personne selon les priorités, de se rendre compte que quelqu'un est bloqué. Et là, c'est tous les membres de l'équipe. C'est tous les membres de l'équipe. Okay. Y a plusieurs manières de le mener. J'en ai essayé plusieurs au cours du temps, on raffine en permanence. La première manière que j'avais connue, c'est vraiment de faire le tour personne par personne. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Qu'est-ce que tu prévois de faire aujourd'hui ? Est-ce que tu es bloqué ? En 3 questions très efficaces. Ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, il ne faut pas oublier de garder un œil sur ce qu'on avait prévu de vraiment faire. Parce que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que tu es bloqué, on peut tomber sur plein de choses qui n'étaient pas du tout prévues et pas se rendre compte qu'on n'est pas en train d'avancer sur le plan principal. Donc, faire un mix des deux, essayer de savoir sur quoi les gens sont et le plan qu'on avait prévu. D'accord. Voilà. Mais, et après, je rentre pas dans les détails, mais si on sent, donc il faut se donner plein de garde-fous sur on est en train de sortir du daily, on est en train de rentrer dans un problème, on est en train d'essayer de le résoudre. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça soit pas un reporting au chef. Donc, je préfère le dire, là, c'est le bon public, je pense, ici dans ce podcast. Y a des gens qui vont fuir les réunions quotidiennes en se disant « Ah, c'est juste quelque chose où on cherche à me fliquer ». Oui, c'est pas du reporting au sens c'est pas du flicage. Voilà, c'est pas du flicage, on est un groupe, on est ensemble, on s'est engagé ensemble, tout le groupe, à aller vers un objectif et on veut juste chercher à l'atteindre. Donc, si quelqu'un a des difficultés, il faut vraiment les exprimer et le groupe va être là pour aider. C'est pas du tout pour fliquer et on peut avoir eu un jour de moins bien, on peut avoir été pas bien la veille, il n'y a pas de souci, personne se fait trucider pour ça. Donc, il faut faire vraiment attention à la bienveillance de ce rendez-vous parce que si ça devient du flicage, alors on perd l'information, on n'a plus les bonnes, les gens vont se forcer à dire quelque chose pour faire plaisir à un manager ou à quelqu'un et on a tout perdu. Puis on génère du rejet en fait, en général. Oui. Et de la protection, etc. Donc il faut vraiment penser quand on est dans ce rendez-vous à parler à l'ensemble des gens et pas qu'à son chef. On n'a pas encore parlé de moi en tant que chef dans tout ça, mais on en parlera après, mais on n'en a pas parlé. Mais c'est pas ça qu'on cherche, il ne faut pas juste donner un reporting au chef. Il faut essayer de dire quelque chose qui va être compréhensible par le reste de l'équipe. D'accord. Même s'ils ne travaillaient pas sur notre sujet. Okay. Donc, il se passe ça tous les jours. Et puis, bon an, mal an, on arrive au bout de 3 semaines. Et on fait 2 choses à la fin de ces 3 semaines. Un premier rendez-vous qui s'appelle la revue. Et la revue, on avait prévu de faire des choses. Et on va montrer ce qu'on a fait. Alors, cadre idéal, on a tout fait, on a tout réussi, tout ce qu'on avait prévu. Mais ça n'arrive pas toujours. Mais il y a quand même des choses qui étaient accomplies, comme en plus on a priorisé. Et donc, de toute manière, à la revue, il y aura des choses à montrer. Et là, le but, c'est de prendre des retours. Donc, la revue, l'équipe de développement montre au product owner ce qu'elle a fait, à quoi ça ressemble. Alors après, il y a différents types d'implémentation de Scrum. Nous, par exemple, on a un product owner qui est vraiment, vraiment tout le temps avec l'équipe. Donc, en fait, il voit beaucoup plus souvent que ça ce qui se passe. Et il a des capacités à ajuster beaucoup plus souvent que ça. Nous, on se sert de la revue pour amener d'autres personnes, ce qui est complètement autorisé par la méthode Scrum. Donc, on va chercher d'autres personnes dans l'entreprise. On les fait venir à ce moment-là et elles peuvent faire des retours sur les fonctionnalités. Donc, ça peut être des gens qui sont en avant-vente, donc qui voient souvent des clients, des gens qui réalisent des projets, ils voient aussi souvent des clients, etc. Et donc, ils peuvent amener, ou les gens qui sont chargés des formations chez nous, des choses comme ça. Tous ces gens-là, ils peuvent amener une somme de feedback
sur ce qu'on a fait. Et il y a probablement un autre phénomène, c'est qu'en général, quand on est obligé de faire un point et de faire une présentation, ça nous apporte à nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait de devoir structurer et montrer une présentation, ça nous oblige à avoir un œil sur ce qu'on a fait, le montrer, etc. Et parfois, il n'y a même pas besoin qu'il y ait d'autres personnes autour de nous, c'est juste qu'on est dans une autre position. Et parfois, ça nous amène à nous-mêmes un feedback sur ce qu'on a fait. Tout à fait, ouais. Ça nous oblige à finir. Ça sort un peu du quotidien, en fait. Ouais. Puis ça nous oblige à finir, en fait. Oui, Des fois, on croit que c'est fini et le fameux dernier mètre est... On le fait jamais, ouais. Voilà. Donc ça apporte tout ça. Donc ça, c'est ce premier événement, donc il porte sur le quoi, enfin finalement toujours sur le quoi, parce que c'était le backlog. Il a été fait d'une certaine manière. Et à la fin, est-ce qu'on vraiment on a adressé ce quoi? Il y a un deuxième rendez-vous qui s'appelle la rétrospective d'équipe. Celle-là, elle est cloisonnée. Il n'y a pas de gens extérieurs qui viennent y participer. C'est c'est que pour les gens de l'équipe. Et c'est une réunion qui est dédiée à essayer de fonctionner de mieux en mieux. D'accord. C'est-à-dire, la rétrospective, c'est se poser et se demander qu'est-ce qu'on a fait qui était bien dans cette itération. Dans notre manière de travailler. Qu'est-ce qu'on a fait qui par contre était perfectible, voire carrément pas bien, et d'essayer, itération après itération, de progresser. C'est l'amélioration continue. Voilà, c'est de l'amélioration continue et c'est vraiment sur le comment on travaille. D'accord. Donc ça, c'est un autre événement. Et au-delà de Scrum, moi, c'est mon événement presque primordial, personnellement. D'accord. C'est-à-dire que je suis passé aussi dans d'autres méthodes des fois où il y a eu des périodes où on n'a pas fait du Scrum, on a fait d'autres choses. J'ai toujours gardé notre rythme de 3 semaines et j'ai toujours gardé une rétrospective toutes les 3 semaines sur comment on travaille, qui est hyper importante, qui est une réunion pas facile, qui est une réunion qui peut être dangereuse presque au niveau énergie, parce qu'à force de chercher ce qui va pas, faut faire attention. Ah oui, vous dites pas ce qui va bien, parce que les Américains ils ont un truc, c'est le WWW, c'est what went well, what went wrong, c'est-à-dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Donc il faut à tout prix penser au positif. Ah oui, d'accord. Il faut à tout prix y penser. Ah, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'avec notre biais français, en plus, déjà humain, mais en plus français, je pense absolument. On va vraiment être capable de se focaliser sur tout ce qui n'est pas allé. Et il m'est arrivé de sortir de rétrospective vidée. Avec le moral à zéro. Avec le moral à zéro, en se disant mais rien ne va, c'est la catastrophe. Alors qu'en fait, non. Et donc, il existe plein de méthodes et pour varier en plus, pour essayer de penser à ce qui a été fait de positif, et ça, il faut pas hésiter à en abuser. Ok. Bon, c'est hyper intéressant tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de Scrum que tu voudrais nous souligner? Donc là, grosso modo, donc j'ai parlé du rôle, j'ai parlé du rythme. Après, ils ont d'autres choses. Alors, je pense qu'elles sont hyper importantes, donc je vais les citer, mais on va pas rentrer dans les détails, même si elles sont hyper importantes. Parce que souvent, ils disent dans Scrum, il y a 3 piliers et il y a 5 valeurs. Donc, les 3 piliers de Scrum, je les ai renotés pour être sûr de ne pas me tromper. La transparence, l'introspection et l'adaptation. D'accord. C'est ce qu'ils considèrent comme être donc la transparence. Vraiment, on est transparent, on est ouvert. Par exemple, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de jeu politique. Les mêlées quotidiennes, elles sont ouvertes. Il n'y a que les gens de l'équipe qui peuvent s'exprimer. Mais si des gens de l'entreprise veulent venir écouter la mêlée quotidienne, ils peuvent, sauf s'ils viennent pour détruire. Ouais. Mais si c'est juste cette information-là, elle n'est pas cachée, la mêlée quotidienne, n'importe qui a le droit de venir. Pareil, donc on parlait de la revue, là à la fin, la revue, c'est ouvert. Les gens de l'entreprise qui ont envie de venir voir une revue et ce qui a été fait par l'équipe et qui ont envie de faire des retours, c'est complètement ouvert. Donc c'est de la transparence. Et après, il y a aussi de la transparence en interne au sein des gens de l'équipe. L'introspection, c'est régulièrement se demander ce qu'on fait et si ce qu'on a fait est bien. Donc là aussi, on a vu que dans les différentes cérémonies dont j'ai parlé, alors juste une chose, parce que ce mot-là, il m'intrigue. En fait, en général, l'introspection, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qu'on fait envers soi-même. Mais là, c'est l'introspection au sens de l'équipe. C'est ça, ouais. Ouais, ok. D'accord. C'est l'introspection. C'est un peu ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, quelque part.
Tout à fait, ouais. Ça pour la partie rétrospective, mais finalement aussi pour la partie des revues, démonstration même des stories. C'est une autre forme d'introspection. D'accord. Et du coup, ça, c'est dans les piliers parce que ça veut dire qu'on accepte, entre guillemets, d'être introspecté. D'accord. Et du coup, on doit accepter avec bienveillance que les gens soient pas d'accord avec ce qu'on a fait. D'accord. Ouais. Intéressant. Et ce qui est jamais facile, hein. On donne du cœur. On travaille 3 semaines sur une fonctionnalité. Si à la fin, la rencontre auprès des utilisateurs, c'est pas ça que je voulais, c'est pas du tout ça, c'est pas bon, c'est pas bien, il faut être prêt à l'accepter. Ouais. C'est pour ça qu'ils le mettent dans les piliers, je pense, entre autres, enfin pas que pour ça, je veux pas aller au cœur. Et donc l'adaptation qui va avec l'introspection, c'est finalement, si l'introspection détecte des choses, il faut être capable de s'adapter. De s'améliorer. Voilà. Puisque derrière, donc si on revient au tout départ où je disais on avait un très très gros product backlog, la vie de Scrum, ce qui fait qu'à chaque fois il y a des blocs de 3 semaines, ça veut dire qu'on s'autorise que toutes les 3 semaines, peut-être que ce gros product backlog, ses priorités vont complètement changer. D'accord. C'est-à-dire que lors de mon premier sprint, les choses étaient dans un certain ordre. J'ai pris des choses, je les ai accomplies. Déjà, dans ce que j'ai accompli, cas idéal, tout est fait, on passe à la suite. Cas classique, des choses sont faites, mais des choses ont besoin d'être reprises. Déjà, il y a le premier arbitrage. Est-ce que la reprise de ces choses-là est prioritaire comparée aux nouvelles priorités qui se sont créées entre-temps? Du coup, au sprint suivant, on va du coup de nouveau, par rapport au nouveau haut de la pile, reconstruire les priorités du moment. Et donc, on va s'adapter et peut-être que, si je reviens à notre site d'e-commerce, peut-être que quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu va devenir hyper important, on va être capable de le prendre. D'accord. On va être capable de le prendre là, alors qu'on n'y avait même pas pensé 3 semaines avant. C'est ça toute la réactivité de la méthode, en fait. Ouais, c'est la réactivité de la méthode. Après, ça demande aussi, alors c'est pas facile, au sein du reste de l'entreprise ou des gens, ou même des clients, de se dire que quelque chose qui voit un peu loin dans le backlog, un peu profond, peut-être que ça n'arrivera jamais. D'accord. Ou peut-être que ça remontera un jour, parce que du coup, on peut pas être 100% prédictible sur quand arrivera une fonctionnalité dans le produit. D'accord. Parce qu'en fait, tant qu'elle n'a pas été prise dans un sprint en mode engagé, l'équipe s'engage à le faire, c'est même pas sûr qu'elle sera faite un jour. D'accord. C'est un état d'esprit. C'est des vraies priorités. Ouais. C'est vraiment un état d'esprit où c'est pas parce que les gens ont dit que dans 4 mois ils vont peut-être passer dessus qu'ils vont passer dessus. D'accord. Et donc ça, c'est 3 piliers. Tu parlais de 5 valeurs. Et je parlais de 5 valeurs, ouais. Alors les valeurs, donc il y a des valeurs engagement. Ouais. Il y a le courage. Ouais. Il y a le focus. Ouais. L'ouverture et le respect. D'accord. Et ça, c'est des valeurs plus individuelles qu'on demande à chaque personne. Voilà, ouais. C'est des valeurs effectivement individuelles, mais du coup, si elles sont vraiment, si tout le monde les partage individuellement, elles deviennent des valeurs de groupe. Absolument. L'engagement, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'équipe se dit ça, on va vraiment le faire, on s'engage à se donner, à vraiment, on a dit que c'était les priorités, on s'est tous mis d'accord que ça allait être la priorité de ce sprint, donc on s'engage vraiment pour le faire. Le courage sous plein d'aspects. L'introspection demande du courage déjà, ça c'est sûr. Le respect hyper important. Le respect entre les gens, le respect entre les individus. Voilà. Je suis sûr que j'oublie plein de choses. Non, mais je pense que déjà à ce stade, ça nous donne quand même vraiment une bonne vue d'ensemble de la méthode Scrum. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête l'interview maintenant. Et la prochaine fois, ce que je te demanderai, c'est quoi les points plus et les points moins de cette méthode, et que tu fasses un petit peu ton bilan sur ton expérience de Scrum. Et puis ensuite que tu nous dises ce que l'outil du manager vient faire dans tout ça. Parce que moi, c'est la question que je commence à me poser maintenant. OK ? Ça marche. OK. Ça marche. Et à la prochaine. À la prochaine fois, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite la semaine prochaine. Et en attendant, je vous incite fortement à venir vous inscrire sur notre site
Je vous rappelle le nom du site, c'est outildumanager.com. Vous cliquez en haut à droite sur Me connecter, vous rentrez votre mail et c'est parti. À bientôt. Au revoir.